Alors, les rendez-vous annuels de la démocratie actionnariale avec la saison des assemblées générales. Nous en parlons avec Aldo Sicurani, délégué général de la F2IC, à nos côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Aldo. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver pour parler de ces moments toujours très importants pour les actionnaires. Le premier point peut-être avant tous les autres et avant de parler des sujets chauds qui vont animer certaines de ces assemblées générales, c'est de dire que toutes les directions d'entreprise vont se présenter devant les actionnaires avec des bilans opérationnels, des bilans comptables, des bilans en matière de profitabilité exceptionnels. Ah oui, oui, non, ça on peut le dire. C'est quand même un point de départ important. Excellent, puisque pour le seul CAC 40, on est à 180 milliards d'euros de bénéfices nets. Donc c'est quand même... je me souviens que quand on avait franchi les 100 milliards il y a quelques années, on poussait déjà les cocoricots. Alors, c'est vrai que parfois, il y a toujours un qui va gâcher la fête parce qu'il va passer des provisions ou des nettoyages de bilan qui vont faire qu'il y a des grosses pertes qui sont des pertes comptables plus que des pertes en argent sonnant et trébuchant. Mais là, franchement, cette année, c'est exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. 2022 par rapport à 2021. Alors, on va voir ce que va donner 2023. Ça, c'est une autre histoire. Mais quand on regarde les consensus des analystes, on a quand même encore de la croissance. Peut-être pas aussi belle, mais toujours de la croissance. De ce point de vue-là, j'allais dire, est-ce qu'il y a des raisons pour les actionnaires, certains groupes d'actionnaires, de se plaindre de la situation de rentabilité des entreprises, ou en tout cas de la manière dont elles utilisent ou réemploient le cash flow extraordinaire qui a pu être généré l'an dernier? Oui, il y a autant d'avis que d'actionnaires, je pourrais dire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, on va avoir une belle année pour les dividendes, puisque on parle de près de 69 milliards d'euros, donc 10 milliards de plus que 11 milliards de plus même que l'année dernière. Il y a un sujet sur les rachats d'actions, ça c'est clair. Et c'est une tendance qui commence à venir en Europe, qui est très 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 populaire aux États-Unis. En fait, les entreprises américaines versent peu de dividendes, mais soutiennent leur cours par les rachats d'actions. Par exemple, si vous prenez Apple, c'est probablement un tiers de la performance boursière de ces 10 dernières années. Et ce sont des sommes colossales. On parle sur les entreprises américaines de plus de 1000 milliards de dollars chaque année. Et probablement cette année encore plus que l'année dernière. Sur les entreprises européennes, ça commence à venir, mais c'est pas à ces niveaux-là. La question des dividendes, c'est une question qui peut être un sujet chaud lors de ces assemblées générales. Un actionnaire qui reçoit du dividende, généralement, il est content. En général, il est content. Alors, il peut estimer que c'est pas assez, mais bon, si vous prenez le CAC 40, on tourne aux alentours d'un rendement de 3%. Alors, c'est moins que l'inflation, alors que pendant des années, ça a été plus de l'inflation. Alors, c'est vrai que la très forte hausse des cours de sociétés comme LVMH, Hermès, même Air Liquide, il y a à peu près une dizaine de sociétés qui font mieux que l'indice depuis le début de l'année. Qui font plus de 20%. Exactement. Donc, du coup, ça fait baisser le rendement, mathématiquement. Donc, certains peuvent considérer que c'est pas assez. Non, ce qui est surtout problématique, c'est dans la période que nous traversons, c'est l'effet d'image que ça a, ceux qui sont contre la bourse, ceux qui sont contre l'investissement en bourse, stigmatisent souvent les actionnaires et le dividende qu'ils reçoivent. Alors qu'en fait, le dividende est neutre patrimonialement. Quand une entreprise cote 100 € et qu'elle verse un matin un dividende de 5 €, elle ouvre la séance à 95. C'est un peu comme quand vous allez retirer de l'argent au distributeur automatique de billets, vous retirez 50 €, vous avez 50 € dans votre poche, mais vous avez 50 € de moins sur votre compte bancaire. Et ben c'est exactement pareil. C'est l'explication, je crois, la plus efficace que j'ai jamais entendue sur le dividende. Aldo, je ne connaissais pas ce parallèle et cette image. Voilà, c'est 50 € qui passent de mon compte bancaire à ma poche, mais je suis toujours riche des mêmes 50 €. Absolument, absolument.
Quels vont être les sujets chauds, à commencer peut-être venant des profits réalisés, la question de la rémunération des dirigeants se pose comme régulièrement en France. D'ailleurs, est-ce que c'est un débat franco-français? Est-ce que c'est un débat qui... c'est un débat mondial. C'est un débat mondial. C'est un débat mondial. On a vu l'année dernière la rémunération de Carlos Tavares qui a été retoquée par ses actionnaires, mais qu'il a quand même perçu. Parce que Stellantis est une société qui est de droit néerlandais, donc où le vote des actionnaires sur la rémunération est seulement consultatif. En revanche, il a tenu compte des observations Stellantis a tenu compte des observations qui ont été faites à cette occasion, et vous avez vu qu'il a brillamment passé l'obstacle cette année, puisque sa rémunération a été votée à 80%. Alors, je profite d'ailleurs pour dire que, faire également un peu de pédagogie en la matière, souvent les actionnaires considèrent que ça sert à rien de voter. Parce que de toute façon, les résolutions passent à 80, 90, voire 99%. Si ça sert, parce que pour une entreprise, une résolution qui passe à moins de 90%, c'est un signal fort qui lui est envoyé. Et donc quand vous avez des résolutions qui passent à 75, alors c'est vrai que par comparaison aux élections politiques, 75%, si un président de la République en France était élu à 75%, surtout au premier tour, ça rentrerait dans les annales. Mais en matière d'Assemblée générale, c'est un signal fort qui est envoyé. Oui, et vous dites effectivement, quand on n'arrive pas à faire passer des résolutions avec un certain niveau de pourcentage de voix, les choses peuvent évoluer peut-être l'année suivante. Tout à fait. Vous l'avez dit, chez Stellantis, il a tenu compte de certaines remarques. En matière de rémunération, on peut imaginer quand même qu'il y a aussi un mouvement structurel autour de l'incitation, de la rémunération exceptionnelle que peuvent recevoir certains dirigeants, avec la prise en compte de critères qui ne sont plus uniquement des critères financiers, peut-être. Absolument, en particulier les critères ESG, qui maintenant sont en train de faire leur lit dans... c'est une vraie tendance? Ah oui, ça devient tangible? Ça devient tangible. On le voit concrètement? On l'a vu avec Danone tout récemment, qui a mis dans ses critères, par exemple, le taux de sucre pour les produits destinés aux enfants. D'accord. Donc non, ça devient tangible. Alors il y a quand même beaucoup de vigilance à avoir, et les investisseurs, et en particulier les investisseurs institutionnels, sont très vigilants sur toute forme de greenwashing. Voir qu'est-ce que j'ai lu. Une nouvelle, elle m'est sortie de l'esprit, une nouvelle green botching qui est un nouveau concept où c'est pas le greenwashing, mais c'est en fait on vous raconte n'importe quoi. D'accord, d'accord. C'est du bullshit, quoi. C'est du green bullshit, quoi. Exactement. D'accord, ok. Exactement. Donc il n'y a même plus l'effort de washing. Voilà. D'accord. Donc, en matière de rémunération et de mesure de la performance, les entreprises sont obligées de se plier à un exercice. Je ne dis pas qu'elles le font de bon cœur, mais en tout cas elles le font parce que le retour de bâton peut être violent. Pourtant, seules 5 entreprises du CAC 40 déposeront ou ont déposé une résolution Say on Climate. Alors ça, c'est un autre sujet. Certes. Ça, c'est un autre sujet qui est le Say on Climate. Les entreprises sont extrêmement réticentes. Mais d'ailleurs, souvenez-vous, il y a 15 ans, quand on a commencé à parler de Say on Pay, on a retrouvé les mêmes réticences. Et donc l'énoncé de la stratégie climatique, tout ça a des conséquences très très importantes pour le déroulement des affaires. C'est la responsabilité du Conseil, c'est pas la responsabilité de l'Assemblée générale. Absolument. C'est ce qu'on entend souvent comme argument, et qui est un argument légal, juridique, tout à fait valable. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est dans le sens de l'histoire. Je pense que dans 5 ou 10 ans, ça sera plus un sujet. Mais pour l'instant, ça reste un sujet. D'autant plus que les critères financiers sont faciles à établir. Même si il y a parfois beaucoup de créativité dans certains critères, mais en tout cas
il repose sur des effets tangibles. Sur le Sea on Climate, sur tout ce qui est l'ESG, les normes ne sont pas encore établies, elles sont encore très floues. Chaque pays a ses normes. L'Union européenne est en train de mettre en place, de travailler sur une directive, mais comment ça va être traduit, tout ça, c'est quand même encore flou, et ça peut expliquer une certaine réticence des entreprises à se lancer vraiment là-dedans de façon volontariste. C'est intéressant de voir quelles sont les entreprises qui se sont lancées là-dedans. Alors, Total Energy, forcément, puisque Total Energy est condamné à présenter une stratégie climat et donc une résolution Schneider Electric. Schneider au cœur de l'efficience énergétique, ça paraît cohérent là aussi avec la stratégie. Et après, c'est de l'immobilier. Oui, et trois foncières, Covivio, Icade, Clépierre. Et là, c'est probablement du fait de tous leurs engagements en matière de construction de bâtiments à énergie positive, même si on voit que parfois les résultats sont un peu décevants. Mais c'est pas anodin que ça vienne de ces secteurs-là. Tout à fait. Mais enfin, c'est quand même 5 entreprises sur plus de 600 cotés. Même sans aller sur les 600, intéressons-nous au SBF 120, et c'est déjà. Mais bon, ça reste un mouvement que l'on retrouve ailleurs en Europe, et ça fait parfois un peu sourire nos amis américains ou chinois, mais ils y passeront eux aussi un jour. Oui. Bon. On part de très loin, mais mouvement qui est appelé à prendre de l'ampleur. Où est-ce qu'on en est de la possibilité d'assister et de voter à distance des assemblées générales ? C'est un sujet qu'on a traité depuis plusieurs années avec vous et la F2IC en général. Aldo, est-ce qu'on peut noter des améliorations de ce point de vue-là ? Alors, ce qui est certain, ce qui est acquis en tout cas, ce sont les AG hybrides. Et c'était pas gagné. Et il y a des pays en Europe, en particulier en Allemagne, où les sociétés essayent, sont même en train d'imposer l'AG en ligne, exclusivement. Et la France est un des pays où il est acquis que les AG physiques vont quand même durer. Maintenant, le combat, il se déplace ailleurs, c'est sur le vote. Aujourd'hui, les entreprises estiment qu'il n'y a pas de sécurité juridique suffisante pour s'assurer que l'actionnaire qui va voter est bien enregistré, est bien un actionnaire. Bon. Donc, et c'est vrai que en France, vous pouvez voter jusqu'à 2 jours avant l'Assemblée générale. Et donc, si vous achetez des actions 2 jours avant l'Assemblée générale, c'est pas évident pour une entreprise de savoir que vous êtes effectivement... De vous vérifier en 48 heures, d'une certaine manière. Bon. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'on va peut-être reculer ce qu'on appelle la record date, la date d'enregistrement, mais c'est vrai que pouvoir voter pendant l'énoncé et l'explication sur la résolution surtout, ça serait quand même un gros progrès pour lequel nous, on milite. J'allais dire, avec un peu de bonne volonté et un peu de progrès technologique, on devrait pouvoir y arriver. Je suis sûr que c'est le genre de sujet qu'on peut résoudre, la capacité à tenir des AG hybrides en présentiel et à distance. Merci beaucoup Aldo pour ce point de départ sur les enjeux des AG 2023 qui se déroulent en ce moment et pour les prochaines semaines. Aldo Sicurani, délégué général de la F2IC, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure.